Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission L'Alem. On est de retour après quelques semaines d'absence. On revient sur une actualité chargée là, avec les élections, les assemblées générales à la FAF et dans les fédérations sportives, les élections qui arrivent, le bouleversement à la CAF également. On va tenter un peu de décrypter tout ça et de vous apporter les explications nécessaires. Pour m'accompagner, donc ce sera une émission 100% foot, donc une équipe 100% foot. Je vais commencer à droite et je vais revenir vers notre invité du jour. Journaliste spécialisé du foot africain qui a fait sa première CAN cette année et qui est avec nous, Maher Mzahi. Welcome. Merci, enchanté. Thank you pour l'invitation. Et en fait, je voulais juste m'excuser si je fais des fautes en arabe ou en français parce que je suis anglophone. Tu seras pardonné. À côté de Maher, notre habitué, le doc, Yassine, marhaba. Ouais, Salmek, merci beaucoup. Toujours un plaisir d'être là avec vous. Pour parler de football. Oui. Il y a beaucoup à dire. Oui. Notre invité du jour, international, ex-joueur de l'USMA, ex-secrétaire général de la FAF, Reda Abdouche, marhaba bik. Merci pour votre invitation. On est très heureux de t'avoir parmi nous. Le plaisir est partagé. La règle, c'est qu'on se tutoie ici, hein, si tu permets. Très bien, ouais. Parfait. Ça me va. Parfait. Bienvenue à tous. L'Alam saison 1, épisode 7, c'est parti. Football donc ou politique, doit-on dire. Football, alors il s'est passé plein de choses, ça a été un peu la cacophonie ces dernières semaines en ce qui concerne les élections à la FAF. Peut-être Reda, on va te laisser nous raconter un peu ce qui s'est passé brièvement, une petite chronologie. Enfin, moi je voudrais surtout mettre l'accent sur un certain nombre d'anomalies qui ont eu lieu d'abord juste avant l'Assemblée Générale ordinaire, puis après l'Assemblée Générale ordinaire, et surtout le fait que la réglementation ait été allègrement bafouée d'abord par les gens de l'Assemblée Générale. Oui. Les premiers concernés. Oui, bien sûr, parce que vous avez un article dans les statuts qui dit que tous les membres de l'Assemblée Générale s'engagent à respecter les statuts de la FIFA, les statuts de la CAF et les statuts de la Fédération algérienne de football, donc leurs propres statuts. Ouais. Et apparemment, les membres de l'Assemblée Générale n'ont pas respecté cet article qui est statutaire. Donc, ça interpelle un certain nombre de gens. Se dit, si les membres de l'AG ne respectent pas les statuts, qui va les respecter? Ouais. D'accord? Il y a un certain nombre d'anomalies, par exemple, concernant l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, qui, d'après l'article 28.2 des statuts, doit être envoyé 30 jours avant l'Assemblée Générale. Ouais. Donc ça ne s'est pas fait. Ça n'a pas été le cas. Je suis passé à la fédération 48 heures avant, les gens n'avaient pas reçu ni la convocation écrite, ce qu'on dit, il y a un autre article qui parle de la convocation écrite, qui doit être envoyée 10 jours avant l'Assemblée Générale, avec les documents y afférents, c'est-à-dire l'ordre du jour, le rapport moral et financier, le rapport du commissaire aux comptes, tout ça. Ça n'a pas été fait. Donc, et puis les gens de l'Assemblée Générale viennent, ils siègent, et puis personne ne dit rien. Donc moi, je dis il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Si les membres de l'AG ne font rien du tout, et il y a aussi un certain nombre d'autres actions qui ont été, et puis qui interpellent tout le monde. Les élections, par exemple, l'article 26.1.2 sont organisées 60 jours après l'AG ordinaire de la fin de mandat. Ça va être un élément important. On va revenir là-dessus. 60 jours. Et c'est une disposition statutaire qui est encore répétée. Issu de la FIFA, qui est encore respecté dans le code électoral et de la FIFA et de la Fédération algérienne de football. Ça n'a pas été respecté aussi. Les candidatures, vous avez l'article 26.1.3 des statuts, il dit les candidatures sont envoyées 30 jours avant la date de l'AGE. Ça veut dire que les gens, surtout le président de la commission électorale, Ali Bamar, n'a fait qu'appliquer la réglementation. Ouais. Il a voulu remettre le train sur rail. Et aujourd'hui, on s'acharne à dire que, je ne sais pas, il ne connaît pas son boulot. C'est pas vrai, il le connaît très bien, connaît bien la réglementation. Et c'est lui qui est en phase avec la réglementation. Donc c'est un certain nombre d'anomalies qui
qui nous interpelle et qui fait que c'est vraiment gênant quand on vous dit une commission, disposition aussi du code électoral. Là, d'abord, une autre anomalie, la commission électorale doit être constituée de 7 membres. Ouais. Dans lequel, y compris, ça veut dire le président et le vice-président. Et pendant ce moment, c'est la commission électorale qui siège, qui prend toutes les décisions afférentes aux élections. Exactement, ouais. et qui fait le PV qui est signé par le président de la commission et son secrétaire. Or là, il y a une commission électorale qui siège sans son président. Alors on se demande ce qui se passe. Ouais. Il y a quelque chose justement qui ne tourne pas, sur cette chronologie, peut-être que Maher va nous rappeler ce qui s'est passé, les différentes dates, dans quel ordre. Ben oui, il y a le 27 février l'AGO, comme on dit. L'Assemblée Générale Ordinaire. On a vu les membres de l'Assemblée Générale avec les placards de Kulluna Raourawa, et on a vu qu'il était beaucoup supporté. Après, il y a les membres de l'AG. Oui, et le 12 mars, ça veut dire 24 heures avant la date limite pour déposer les candidatures, il y avait aucune candidature. Il y avait seulement Zetchi. Ouais. Qui a déposé le 12 mars. Le 13 mars, la FAF devrait nous dire qui est candidat le matin. Après, ils ont fait un communiqué sur le site web comme quoi, parce que les statuts étaient là, quand ils voulaient reporter les élections jusqu'au 27 avril. Après, ils ont ce qui est normalement prévu par les statuts. Conformément au statut et au code électoral. Oui, ils ont enlevé cette communiqué dans l'après-midi. On ne sait pas pourquoi. Le 14 mars, Ali Bamer a dit que les élections ont été bel et bien le 27 avril. Le 15 mars, la candidature des études était confirmée. Hammar a présidé sur le... Il faut rappeler que Ali Bamer, donc qui était président qui était président de la commission électorale, a démissionné dans la foulée. Voilà, le 14 mars. Et le 15 mars, il y a Hassan Hammar qui vient, qui maintenant dirige la commission électorale. Ouais, c'est ça. Yassine, un commentaire. Ça c'est très bien, le fait d'avoir rappelé les éléments du règlement et la chronologie des faits, parce que ça permet aux gens qui nous suivent de comprendre. C'est le principal. Nous, ce qu'on aimerait, c'est vraiment éclairer cette fois-ci les auditeurs et ne pas tomber dans le populisme. Il y en a beaucoup, mais il y a une chose principale qui m'interpelle. Ça ne ressemble pas à l'administration de la fédération, entre guillemets, Raourawa. J'ai été membre du bureau fédéral sous sa présidence. C'est extrêmement bien organisé. Ouais. Le fait qu'il y ait pu y avoir autant d'anomalies ne me semble pas naturel. J'ai l'impression que ça a été fait exprès. Pourquoi ? Parce que il faut reconnaître, ça je sais pas, mais il faut reconnaître une chose à ces différentes mandatures passées, que du point de vue administratif, du point de vue de l'organisation, que ce soit de l'administration de la fédération, nonobstant d'autres problèmes techniques ou de football pur, etc. Mais du point de vue de l'organisation des choses, c'était quasi parfait. Ouais. Donc je suis réellement stupéfait qu'on n'ait pas pu ne pas suivre la réglementation. C'est incroyable. Mais est-ce que les gens de la FAF ne savaient pas qu'il y a ces réglementations, que les élections doivent... c'est 60 jours après l'AGO. Est-ce qu'ils ne savaient pas à l'époque? Justement, c'est ça aussi la cacophonie. Oui. C'est ces dates, on dit 15 jours après, après on nous dit non, c'est 2 mois après. Non, c'est 2 mois. Les statuts datent de 2015, hein. Ouais. Les statuts ont été amendés en 2015. Et jusqu'à présent, ça a été appliqué. Oui, ça a été appliqué. Et puis, cette disposition statutaire est reprise dans le code électoral. Dit dans l'article 14.1 du code électoral de la Fédération algérienne de football, on dit l'AGE, c'est-à-dire l'Assemblée générale élective, est convoquée dans les délais fixés par les statuts. Ouais. Ça veut dire que c'est 60 jours après la dernière AGO. Assemblée générale ordinaire de fin de mandature. Donc c'est très clair que les gens n'aient pas respecté. C'est quelque chose d'incompréhensible pour moi. Je n'arrive pas à comprendre. C'est pas possible. Je voudrais bien ajouter un autre point. Oui. C'est que M. Bamer, qui défend maintenant la réglementation, bien sûr, ne l'a pas et qui fait. a une position très courageuse. Ne l'a pas fait avant.
il n'a absolument rien dit quand les premiers délais qui étaient hors réglementation ont été décidés. Ouais. Bien sûr. Donc il y a quelque chose qui tourne par rond. Il y a quelque chose qui tourne par rond. On parle beaucoup du rôle du MJS, on parle beaucoup d'ingérence. Avant d'aborder peut-être cette question, un des candidats, l'ancien ministre Mouldi Aissaoui, a publié un communiqué cette semaine, en se disant très attristé de la tournure que les événements ont pris. Peut-être un mot sur ça. Oui, bien sûr, moi je suis aussi triste que lui de voir que les gens du football, encore une fois, se mettent un petit peu en marge de la réglementation. Ouais. C'est une réglementation qui a été établie par la Fédération algérienne de football. Et ses statuts, et son code électoral, et son règlement intérieur. Maintenant que les membres de cette même assemblée ne respectent plus ces statuts, je dis, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. C'est pas possible. C'est pas possible que toute l'Assemblée générale, qu'il n'y en ait pas un qui dise, attention, on est en marge de la réglementation. Des statuts, on est en train de les bafouer. C'est tout à fait normal que Aissaoui soit interpellé. Et puis, bon, moi je voudrais reprendre aussi un point concernant l'exclusion. Ouais. L'exclusion de Mouldi Aissaoui, c'est quelque chose aussi qui n'est pas réglementaire. Ouais. Vous savez que quand on exclut... Peut-être donner les détails sur les conditions, si tu peux les rappeler. Oui, bien Le fait sûr. d'être membre de l'Assemblée générale. Il est membre de l'Assemblée générale, ça a été un président de fédération, il a quitté l'Assemblée générale, il a quitté la fédération pour devenir ministre. Ouais. un an après. Avant la fin de son mandat. Donc il n'est pas en porte-à-faux vis-à-vis de la réglementation. Bon. Maintenant, quand on dit il n'a pas assisté aux assemblées générales, mais moi je reprends un peu ce qui est dit par les statuts. Il y a des convocations écrites avec les documents qui sont envoyés 10 jours avant l'assemblée générale, donc avec les documents. Or, Mouldi Aissaoui n'a jamais reçu ni de convocation ni de documents. Ouais. Donc, mettons de côté, on dit bon, peut-être qu'il a un peu fauté, il s'est pas manifesté. Le dispositif visant à l'exclure de l'Assemblée générale, aussi une exclusion, elle obéit à des règles. On peut exclure un membre de l'Assemblée générale pour un tas de raisons, celui qui ne paye pas ses cotisations, celui qui est malade, celui qui n'assiste pas à 3 assemblées générales d'affilée, tout ça, etc. Donc, mais il y a une procédure. Ça veut dire que dès qu'il y a la dernière assemblée générale, c'est-à-dire à partir de la 3e assemblée générale, le bureau fédéral se réunit, il prend une mesure conservatoire qui est l'exclusion de ce membre de l'assemblée générale. Mais à la prochaine assemblée générale, il faut que cette décision soit entérinée par 3/4 de l'assemblée générale et puis on écoute aussi avant. On écoute la personne qui doit être exclue. Peut-être qu'elle a des droits de la défense. Bien sûr, peut-être qu'elle a des raisons valables, peut-être qu'elle était malade, peut-être qu'elle était hospitalisée, peut-être que, on sait pas. Donc, on écoute la personne, et puis après, l'Assemblée générale tranche. Or là, il n'y a eu ni PV, il n'y a eu ni convocation, il n'y a eu rien concernant d'abord le bureau fédéral et l'Assemblée générale. Donc, on prend une décision comme ça, on exclut quelqu'un de l'Assemblée générale de facto comme ça, parce que, je dis, c'est quand même, ça fait mal pour quelqu'un qui a le football dans le sang, pour quelqu'un qui a été joueur de football, qui a été international, qui a été président de club, qui a été président de fédération, qui a été ministre de la jeunesse et des sports, et qui a été président du Conseil supérieur de la jeunesse. Moi, je pense que ça fait... La forme n'y était pas. La forme n'y était pas. Puis elle n'a pas été respectée, surtout. Elle n'a pas été respectée. Si on avait respecté la forme, même lui, il aurait dit, mais là... J'ai une petite question. Oui. À ce propos, si c'est possible. Est-ce que c'est la fédération qui empêche M. Mouldi Aissaoui de se présenter ou les autorités publiques? Je n'ai pas très bien compris. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Pourquoi? Je suis bien placé parce que j'étais avec lui. Il est venu me chercher. Il m'a dit, tu viens avec moi à la fédération. Je dis, qu'est-ce qu'on va faire? Il me dit, je vais payer ma cotisation et puis je vais prendre l'ordre du jour et les documents. Donc, on a été ensemble. On est monté. On a été reçu par le secrétaire général.
On lui a dit, voilà, donc il nous a très bien reçus, hein, très très bien reçus, avec respect, vraiment bien discuté. On a rencontré d'autres membres de la fédération aussi, Hamid Haddad, entre autres. Donc, on a discuté un petit moment, puis on est descendu à la direction financière. Il a donné un chèque. Puis après, bon, quand on s'est séparés, je suis parti à la maison et tout. J'ai reçu un coup de fil de la fédération. Elle me dit, Monsieur Abdouche, voilà, l'attestation que vous avez reçue contre le chèque, il faut la ramener. Je dis, bon, mais téléphonez-lui. Il me dit, non, vous appelle à vous, voyez avec lui. Donc, je l'ai appelé, je lui ai dit, voilà, il doit y avoir un petit problème. Pourquoi? Donne-moi ton, tu retournes à la fédération et tu leur rends le truc et puis tu vois avec eux ce qui se passe. Il me dit, bon, je vais te le ramener, tu vas y aller, toi. Donc, j'ai pris l'attestation, donc de remise de chèque. Je me suis présenté à la fédération, j'ai vu avec la dame, très respectueuse, hein, et puis très correcte, qui était là à la fédération. Donc elle me dit, apparemment, Monsieur Aissaoui ne fait plus partie de l'Assemblée générale, donc je vais reprendre l'attestation et je vous rends le chèque. Donc j'ai récupéré le chèque. Derrière il y avait le cachet donc pour l'endossement. Le cachet d'endossement de la fédération pour le remettre dans leur compte. Ouais. Donc ils ont tout barré au stylo et je l'ai restitué. Il m'a dit, j'ai dit voilà ce qu'on m'a dit. Il paraît que tu ne fais plus partie de l'Assemblée générale. Pourquoi? J'ai dit je sais pas. Ouais. Donc lui après il a fait des démarches aussi. Il est revenu à la fédération pour prendre des documents. Bon, on lui a dit fin de non-recevoir et voilà. Donc voilà comment ça s'est fait. Ouais. Maintenant, qui a pris cette décision? Bon, on va pas se le cacher là. On le sait bien que le gouvernement, les instances ont un candidat qui est Monsieur Zitchi. Ça, c'est un secret pour personne. Justement, est-ce que c'est pas ça aussi? Est-ce que tout ça, c'est pas le ministère qui choisit son candidat et qui du coup met les barrières pour écarter les autres? Non, moi je pense que l'exclusion de Aissaoui s'est faite avant. Elle s'est faite avant. Par l'équipe en place. Mais son dossier de candidature, effectivement, a été rejeté par la commission. Ouais. Voilà. Yacine? Et puis. Je comprends vraiment pas, parce qu'il semble qu'il y ait deux instances différentes qui soient liguées dans ce cas précis. Ah oui, là, c'est sûr qu'on a deux acteurs entre l'Assemblée générale donc, d'un côté, moins une entente et le ministère. Sur au moins un point. Voilà, sur un cas, oui. Ils sont d'accord sur un cas. Donc, ils peuvent être d'accord tout sur le temps. Ce cas, plus. Si on est d'accord sur un cas, on peut l'être sur d'autres. Oui. Il faut aussi signaler qu'il y avait 8 autres candidats qui étaient rejetés. Ouais. Et il y avait Medouar qui avait son recours rejeté aujourd'hui, je pense. Ouais. Alors, sur le plan du rejet, réglementairement, tous les dossiers sont rejetés. Ouais. Ils doivent être déposés 30 jours avant l'élection. Ils ont été déposés un jour avant. 30 jours avant. C'est statutaire comme disposition. Vous voyez, donc il y a beaucoup d'anomalies. Qui plus est, Medouar expliquait qu'une partie des membres de son bureau, donc il a dressé une liste de son bureau, une partie s'est retirée avant. Et qui du coup rendait son dossier pas recevable. Ouais. Maintenant, Zitchi, il a passé sur DL News. On va arriver sur Zitchi. Juste une petite question. J'aimerais revenir sur le timing aussi choisi et ce qu'a fait Rawraoua ces dernières semaines aussi. C'est très flou, Yassine. C'est-à-dire en ne disant pas. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. En n'affirmant pas s'il allait se présenter ou pas. Ça a aussi fermé la porte à pas mal de candidats. Medouar le disait justement ces derniers jours dans la presse. C'est-à-dire qu'il affirmait qu'en ayant su un minimum de temps à l'avance qu'il n'y aurait pas de candidat, ça lui aurait peut-être permis à lui de constituer une liste, de faire sa campagne aussi normalement. C'est ce que je disais tout à l'heure. Cette organisation préalable de l'organisation de l'élection en elle-même, la réception, le timing, ne ressemble pas à l'administration. Ouais. C'est pas clair et net. Non, elle ressemble pas. J'ai fait partie j'ai assisté à beaucoup de bureaux fédéraux, de l'organisation de l'équipe nationale, de l'organisation de la fédération en elle-même. C'est au millimètre près. Ouais. Avec le respect, en tenant au respect de la réglementation, etc. Et on ne peut pas changer du jour au lendemain. Il y a quelque chose qui m'intrigue.
Moi, je Mais pense enfin, que bon, je dors quand même la nuit. Hein. Ouais. Est-ce que quand c'est souvent le cas, un homme important, on va dire, au sein d'une administration, on dit après moi le déluge. Souvent, un homme qui s'apprête à quitter une administration a tout intérêt à ce que ce soit pire après. Non, moi je pense pas que ça soit l'attitude de Mohamed Al-Arawa. C'est quand même quelqu'un qui connaît bien les rouages, qui connaît bien le système. Ouais. Moi je pense que Al-Arawa s'est trouvé un petit peu piégé par sa deuxième position, c'est celle d'un membre sollicitant un poste à la CAF. C'est ça qui l'a gêné. Vous savez que les gens de la CAF, ils aiment bien, c'est un peu le cas de toutes les instances internationales, ils aiment bien la stabilité, revoir les gens, un mandat, 2 mandats, 3 mandats, ils s'habituent, il y a des relations qui se créent, tout ça. Moi, je pense que Rawawa ne pouvait pas, même si on lui a dit de ne pas se présenter, il ne pouvait pas l'annoncer publiquement avant d'aller à l'élection de la CAF. Ils vont dire, voilà quelqu'un qui vient briguer un poste à la CAF, alors que lui, chez lui, il n'est plus président de fédération. Ça pose problème un petit peu avec les gens de la CAF, hein. Ils sont pas très commodes aussi. Moi, je pense que c'est ça qui l'a gêné et c'est ça qui l'a empêché de dire au départ qu'il n'était plus candidat. Et puis, il y a aussi le fait que Rawa est quand même un être humain qui est fait de chair et de sang comme tout le monde. Et moi, je pense que la campagne... chair, de sang et d'ego. Et d'ego, oui, bien sûr. Il a sa personnalité, il a son caractère. Mais moi, je pense qu'il a été quand même victime d'une campagne médiatique d'une violence terrible. Ouais. D'une violence terrible qui, pour une fois, l'a touché. Et en plus, à côté, il n'y avait pas les résultats de l'équipe nationale. Donc, il perdait un petit peu ses appuis et ça l'a fortement perturbé. Ouais. Moi, je pense que Mohamed Al-Arawa n'aurait pas fait toutes ces erreurs s'il était vraiment... Je pense sincèrement qu'il était fatigué, je pense que sa maladie un peu l'a desservi dans ce domaine et qu'il n'était pas véritablement en pleine possession de ses moyens parce que il n'aurait pas réagi de cette manière, je pense. Ouais. Il n'aurait pas. Maher, est-ce que la CAN, les résultats de notre équipe à la CAN ont sifflé la fin de la partie à Rawa? Je pense que oui, forcément. Après, à la CAN, il y avait quelque chose qui marchait pas. Ouais. Parce qu'on a vu les autres équipes, on a vu le Sénégal qui était dans notre groupe. On a vu que c'était un tout. Pour faire des résultats à la CAN, il faut un tout. Il faut que la fédération, et les journalistes, et les supporters, et les joueurs soient en communion. Ouais. Et ça, on n'avait pas en Algérie, avec l'équipe d'Algérie. On a vu les supporters qui se bagarraient carrément en dehors du stade d'entraînement avec le staff de l'équipe nationale. Ouais. On a vu les journalistes qui s'entendaient pas bien avec la FAF. Il y avait une ambiance, on va dire, venemeuse. Délétère. Ouais, franchement, c'était... Ça a eu l'occasion de le voir sur le... Ouais. Et ça, quand on est retourné, je pense qu'on a vu, comme il a dit, une campagne populiste peut-être menée par des organes presse comme Nahar, qui est vraiment, c'était vitriolique. On n'a jamais vu autant de presse négative contre Mohamed Al-Arawa. Je pense que peut-être ça l'a touché, comme on l'a dit, peut-être avec sa maladie, avec les résultats surtout qui venaient pas. Peut-être que ça l'a affecté, ouais. Yacine, toi qui le connais? Oui, je le connais bien. D'abord, tout le monde le reconnaît, c'est un expert en termes de communication. Ouais. C'est son vrai métier. Il connaît bien. Oui. Et il connaît bien. J'ai beaucoup appris à ses côtés dans ce domaine parce que l'importance de la communication, les relations, le marketing, des choses comme ça, il sait. Ouais. Donc, c'est ça. Je redis qu'il y a quelque chose qui m'échappe. Évidemment, moi, je pourrais ajouter un point comme relation avec les résultats qu'on a eu à la CAN. Je crois que c'était tout ce qu'il restait à notre fédération. Ouais. Parce que si on essaye de faire un bilan de la dernière mandature, je pense qu'il comptait beaucoup sur les résultats de l'équipe nationale, parce que si on voit le développement, le football des jeunes, on n'y est pas. Quel que soit le sujet, c'est un échec, parce qu'on n'a même pas besoin d'analyser. Il n'y a rien. Notre équipe nationale, on était tous très fiers, on était tous derrière, etc. Et ça a été un échec cinglant.
Ouais. Oui, je crois qu'il n'avait plus de système de défense ensuite. Ouais. Maintenant sur le prochain, hein, nous on a eu l'occasion de le dire. Je pense qu'on a été les premiers à le dire hein, dans cette émission. Après les résultats de la CAN, on s'est projeté en imaginant qui serait le candidat idéal et on l'a dit ici. Hein. On a dit que tu serais le candidat idéal. Oui. Alors, maintenant qu'on y est, qu'il est là. Et on a dit autre chose aussi. Oui. J'aimerais le rappeler parce que tout le monde peut aller le réécouter. C'est en ligne. ligne. A dit que il fallait surtout pas qu'il y ait de révolte, de révolution, de casser et de jeter le bébé avec l'eau du bain. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'on avait une fédération, il y avait un semblant d'organisation et c'est pour ça que je suis assez choqué parce qu'on avait dit attention, il faut respecter les règlements, l'Assemblée générale. On l'avait dit, on avait insisté. Il n'est pas question de faire une révolution. De faire quoi. une révolution et de casser, de renvoyer. Non. On a une Assemblée générale, on respecte les règlements, on fait le bilan moral, le bilan l'acceptation de ces bilans et une élection. Ouais. On avait dit tout ça. Qu'il fallait quand même passer une étape et s'élever. Ouais. Et voilà, c'est pas tout à fait ce qu'on voulait, quoi. Ouais. Maher, peut-être sur le... Tu as donné accordé un long entretien à la chaîne Zahir. On aura l'occasion de discuter du choix de la chaîne, mais bon, c'est une autre question. Mais sur le programme, ce qu'il a détaillé sur le football, tu peux peut-être... Sa politique, c'est une politique de formation, de vraiment miser sur le football local. Ouais. Il a parlé de mettre un DTN qui connaît son travail et de le laisser travailler surtout. Il a parlé d'un DNCG qui va vraiment appliquer les règles. On va juste rappeler peut-être pour les auditeurs une direction nationale de contrôle et de gestion. De contrôle de gestion. Voilà, et qui est censé s'assurer que les clubs dépensent autant ou moins que ce qu'ils gagnent. Exact. C'est bien ça. Exact. Il a aussi parlé de peut-être construire 4 centres de formation à l'ouest, au nord, à l'est et au sud du pays, où les clubs peuvent payer cette centre de formation qui est de la part de la FAF pour envoyer leurs joueurs et payer la formation. Il a aussi une bureau fédéral qui est assez divers avec une femme, Radia Fertoul, avec des gens de tous les âges, Mohamed Maouch et bien sûr Bou Haddad, l'USMA et Bachir Oulzmerli. On va revenir sur la composition du bureau juste après, mais sur le reste donc des réformes. C'est surtout le football local, la formation. Le football local, la formation, c'est ce qu'il a eu l'occasion lui de faire au sein de son académie, donc du Paradou. Peut-être un mot sur son programme. Non, c'est un programme qui est, c'est vrai qu'il est ambitieux. Ce qu'il faut, comme a dit M. Zerghini, il faut peut-être, vous savez, à un certain moment, je l'ai utilisé un petit peu, quand on demandait à un personnage politique qui est Mao Tse-tung, quel modèle de développement il fallait choisir pour développer. Est-ce qu'il fallait développer l'agriculture ou l'industrie avant pour développer l'économie, pour que ça aille ensemble? Il aurait dit, moi, on m'a toujours appris à marcher sur mes 2 jambes. Donc la réponse est claire. Ouais. Ça veut dire que il faut peut-être, il ne faut pas mettre de côté l'équipe nationale qui a été créée par Mohamed Rawraoua. Il faut peut-être la renforcer. Et il faut travailler aussi parallèlement sur le plan national. Local. Donc il faut une position qui soit médiane, parce que on a une belle équipe nationale, une équipe nationale d'avenir où les gens ont une moyenne d'âge de 23-24 ans. Donc c'est une équipe nationale qui peut durer encore 4-5 ans. Ils sont forgés avec les participations aux Coupes du Monde. Donc il faut pas la mettre de côté. Il faut peut-être travailler sur le plan local, c'est vrai, c'est une nécessité aujourd'hui. C'est une nécessité parce que le football national, le football local a été délaissé. Sur le plan de la formation, je parle des équipes nationales. Vous savez que au niveau mondial, par exemple, depuis 1979, aucune équipe de jeunes, notre équipe nationale junior, est partie au championnat du monde à Tokyo, au Japon. Et depuis 1979, aucune équipe cadette ou junior n'a participé à une compétition mondiale. C'est quand même inquiétant, tout ça.
Hein, 2009, c'était les U17. C'est quand même Coupe du Monde. Une seulement. Donc, mais ça veut dire quoi, de 79 à... Il y a un vide, il y a un vide quand même. Ça veut dire que notre formation, ça veut dire, j'ai fait un petit fascicule sur ça. J'ai dit, avant, on participait aux tournois internationaux. Il y avait plein de tournois pour les jeunes. Hein. Ouais. J'ai moi-même participé à des tournois internationaux en cadet, en junior, en espoir. Tournois de Toulon, de Roubaix, de Lugano. Donc, avant, nos jeunes se mesuraient aux meilleures équipes européennes. Et aujourd'hui, ces tournois-là ont disparu. C'est ça qui fait progresser. C'est ça qui fait prendre conscience à nos staffs techniques et à nos joueurs qu'il y a une différence entre notre football et le football mondial. C'est ça qui peut les pousser à travailler un peu plus. Ouais. Un mot maintenant sur peut-être la composition du bureau de Zetchi. Donc on a dit Hakim Eddan, Arbou Haddad, Ould Zmirli, aussi le président du NAD. Ils disent que c'est les présidents qui ont investi dans le football, ils ont des clubs qui sont assez autonomes de leurs propres moyens. Alors, on sait que Ould Zmirli a beaucoup travaillé sur l'infrastructure du NAD. Président Haddad aussi beaucoup, avec l'USMA. On va le prendre avec des guillemets quand même. Président Haddad aussi avec l'USMA et on va Zetchi avec le Parado. Il fait... Bon, on va pas dire qu'il fait des merveilles, mais il y a un projet qui est assez stable, et il y a des résultats maintenant avec les promotions, avec des Ben Sebaini, avec des Benguit ici au championnat local, il y a des bons produits locaux. Ouais. Yacine. Enfin, je sais pas, moi je me donne l'impression qu'on est en train de réinventer l'eau chaude. Ouais. Parce que, prenons par exemple le NAD. Je suis assez vieux pour avoir connu les années 70. La formation du NAD en d'autres temps. Ouais. Excusez-moi, mais le NAD a autant formé de joueurs pour notre équipe nationale, un petit centre Ben Siam là-bas, que d'entraîneurs même de haut niveau. C'est-à-dire que, par exemple, le passage dans ce petit centre, et je m'en souviens, où j'ai même travaillé ensuite en tant que médecin, à l'époque où il y avait Zian Iril, c'est quelque chose d'extraordinaire en termes de formation. C'est vrai que M. Zetchi a fait une expérience qui devrait même, qui gagnerait à être évaluée. Ouais. On devrait dire, moi j'aimerais bien aller dire, tiens, voilà, qu'est-ce qui a été investi, comment ça a été fait, évaluer les résultats et donner une réelle truc. On ne doit pas seulement dire, on a fait un centre de formation. Si on va évaluer le centre de formation du NAD depuis Snella ou de petits clubs comme Ain Temouchan, je crois que c'est supérieur au Parado. Ouais. Justement, hors antenne, on se posait la question avec Maher en se disant, au final, combien coûte une promotion une promotion d'âge, quoi, au sein du Paradou, et que faudrait-il pour l'amortir, justement? Qu'est-ce que ça coûte et est-ce que c'est rentable? Est-ce qu'il faut continuer sur ce modèle? Est-ce que c'est un modèle social qui fonctionne dans notre pays? Ouais. Pourquoi? Parce que chez nous, c'est pas comme en Afrique subsaharienne. Les gamins, leurs mamans, ils veulent qu'ils rentrent tous les soirs chez eux. Hein. Ouais. Et je connais des histoires, ayant été à la FAF, sur notre équipe nationale U17, où des mères de famille refusaient que leurs enfants viennent au centre de Sidi Moussa. Ouais. Qui jouent dans le club à côté de proximité, elle veut bien, mais ils rentrent le soir, et que il dit, abonné. Pourquoi? Parce que les mamans algériennes, c'est comme ça. C'est vrai. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour l'expérience Zetchi en termes de formation. C'est un truc qu'il faut évaluer. Mais je n'y crois pas réellement dans le contexte algérien. C'est vrai ce qu'il dit. Beaucoup plus au club de proximité formateur parce qu'il a donné ses preuves. Ouais. J'ai passé une journée au centre de formation de Parado, à Tassal al-Marja, qui est pas très loin, et j'ai parlé aussi avec les gamins qui étaient là. Il y avait parce qu'eux, ils font un recrutement du territoire national. Tout le territoire, Et il y avait des gars de Constantine, par exemple, qui n'avaient pas vu de leur famille pour des mois, comme il a dit. Alors ça peut être très difficile et peut-être qu'on doit l'adapter. Vu nos particularités culturelles.
Juste deux dernières questions avant de passer à la deuxième partie de l'émission. On a parlé d'ingérence. On entend beaucoup parler de la FIFA, comme c'est arrivé en Afrique aussi, chez nos voisins, au Mali, la fédération malienne qui a été suspendue. Maintenant, en Algérie, il y a une particularité aussi. Je le sais pour avoir discuté avec plusieurs présidents de fédération ces derniers jours, qui ont eu quelques démêlés avec du ministère. Un président de fédération n'ose pas aujourd'hui saisir la fédération internationale de peur justement des répercussions pour le sport de son pays. Reda. C'est vrai que non, mais moi je pense que il y a des présidents de fédération qui ont franchi le Rubicon, hein. Je pense à l'élection de Mohamed Laïb dans le football dans les années 90. Il y a des gens qui n'ont pas hésité à écrire à la FIFA, hein. Moi je pense à la fédération de handball, par exemple, l'éviction de Aziz Derouaz. Ouais. Donc il y a des gens qui n'hésitent pas. Bon, maintenant c'est vrai que quand on est passé par les équipes nationales, on a un peu cette retenue, on a peur de nuire aux équipes nationales. Vous savez que s'il y a une suspension de notre fédération, vous savez que toutes les équipes qualifiées en Coupe d'Afrique ne pourront pas jouer. Oui. Et dans toutes les catégories d'âge. Donc, vous voyez que le mal que ça peut faire. Donc, les gens hésitent un peu. Quand on a été footballeur, on ne veut pas priver les clubs de... Les gens ne veulent pas aller vers ce qu'on pourrait appeler cette extrémité. Ouais. Mais bon, il y a des gens qui n'hésitent pas quand même, hein. Nous, on a vécu une période où les gens n'ont pas hésité à écrire à la FIFA, et la FIFA est intervenue, ils ont envoyé, ouais. Ils ont annulé l'élection. Et là, tu penses que c'est possible sur cette élection-là? Moi, je pense que c'est possible. Il y a des gens qui peuvent écrire, hein. Bon, nous, on le fera pas, c'est normal, parce que bon, on n'est pas... on a été coulé dans un autre moule. Hein. Quand tu dis nous, tu parles de moule d'Issaoui. Oui, le moule du nationalisme, le moule du pays, tout ça. On peut pas faire des choses comme ça. Mais bon, moi, je pense qu'il y a d'autres personnes qui peuvent le faire. Hein. Yacine, sur la FIFA? Peut-être pas sur la FIFA exactement, mais sur ce problème-là. Ouais. Moi, j'ai aussi des petites, comme ça, des petits étonnements sur ce nombre de gens qui veulent aller vers la fédération, prendre la fédération, ça m'a rappelé un peu la Bastille. Après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ouais. C'est pas facile, la fédération, comme elle est actuellement. Pourquoi? Parce que on est allé à un niveau qui est différent de ce qu'on pouvait entendre. Et s'il y a des gens qui sont du niveau de gérer une histoire pareille, comme monsieur Mouldi Aïssaoui, qui a été ministre de la République, donc il y a une certaine profondeur de vue, il y a un certain niveau, avec des groupes qui sont déjà installés, les gens qui ont un dominance homme. Mais quelqu'un qui vient comme ça parce qu'il a été, je sais pas, président d'un petit club ou désolé pour le club, mais vous voyez. Là, tu vas donner un nom, par contre. Non, c'est vous qui allez peut-être le donner, mais moi je comprends pas cet intérêt extraordinaire subi de tous ces gens-là pour la fédération de football, alors que ça va être extrêmement difficile. Ouais. Ça va être très très difficile. C'est pas simple de gérer la fédération algérienne de football comme elle est actuellement. Ce n'est pas simple de gérer une institution comme celle-là, surtout dans notre pays. Ouais. Et aller au-delà de ce qui a été obtenu les 8 dernières années en termes, même malgré le désastre de la CAN, en termes de résultats, avec ça va être attention, très compliqué. Ça va pas être simple. Ouais. La barre est assez haute. La barre est très haute. Alors je trouve qu'il y a des gens, j'allais dire courageux, non, téméraires. Ouais. Ça peut être une catastrophe innommable. Ouais. Mahab, tu voulais rajouter quelque chose? Non. Non, ça. Non. Dernière question pour finir sur ce thème-là. Demain, les textes imposent, tu dois avoir la majorité absolue pendant l'Assemblée générale. Si c'est pas le cas, d'abord, est-ce que c'est possible que ce soit pas le cas? Et si c'est pas le cas, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Il y a qu'un seul candidat, hein. Il n'a pas la majorité absolue. On refait les élections et puis là, quel que soit X, il passe. Je voulais encore vous donner encore un petit détail concernant la commission électorale. Vous savez que statutairement, elle aurait dû être créée, ça fait 6 mois.
6 mois avant. Elle a été créée à l'Assemblée Générale Ordinaire. Donc 1 mois avant. 6 mois. Donc vous voyez qu'un peu les délais, rien n'a été respecté. Et ce qu'on voudrait, c'est changer le fusil d'épaule. C'est-à-dire que notre football soit vraiment soucieux de la réglementation à tous les niveaux, dans le domaine des textes, dans le domaine du respect des textes, et surtout dans le domaine de la discipline, où qu'il n'y ait pas 2 poids, 2 mesures, qu'il y ait un règlement qui soit applicable à tous. On a l'avantage d'avoir une réglementation extraordinaire, on l'a vu un petit peu dans notre dans la formation qu'on avait. Nos formations en droit du sport. Donc en droit du sport, la réglementation existe, il suffit uniquement de l'appliquer et de l'appliquer avec rigueur. C'est tout simplement, mais je pense que comme ça les choses rentreront dans l'ordre. Pour finir. Un dernier petit mot pour finir, je crois. J'ai une réponse à cette interrogation qui est la question que tu viens de poser. Je crois que tout était préparé pour que ça passe très très bien et que ce sont les résultats au Gabon qui ont tout cassé. D'accord. Donc tu reviens sur la question que je te posais tout à l'heure. Oui. Les résultats au Gabon ont changé la donne. Tout était préparé pour une troisième, je pense, tranquillement, les doigts dans le nez, sans regarder le règlement ni rien du tout. Les pancartes étaient prêtes déjà avec nous sommes tous, etc. Elles ont été sorties pour le coup. Mais les résultats de la CAN avec le seul objectif qui restait. Ouais. En 30 secondes. Oui, juste que si Zidane n'est pas élu comme président, ce serait peut-être catastrophique pour l'équipe nationale parce qu'on n'a pas de coach. On a un match en juin et on loupe des dates FIFA comme ici en mars. Alors, si on passe notre 60 jours... On rappelle qu'on est dans une période FIFA, là, une date FIFA qu'on laisse passer une fois de plus. Mais c'est pas trop grave pour le match, pour la qualification de la Coupe du Monde. Moi, à mon avis, c'est plié. Hein. Ouais. On a eu l'occasion de le dire, on aura l'occasion de le redire. Voilà, merci. Rendez-vous tout de suite pour la deuxième partie de l'Alam. Et voilà, on est de retour pour la deuxième partie de notre émission. Il sera question de football africain. C'est un véritable séisme qui s'est produit à la CAF avec la fin de règne de Issa Hayatou, plus de près de 30 ans à la tête de l'instance africaine. C'est aussi la fin du mandat de Mohamed El Aouraoua qui n'a pas été élu au comité exécutif de la Confédération africaine de football. Alors Maher, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a le 16 mars, il y avait une réunion à Addis Ababa en Éthiopie et forcément il y avait... Réunion qui a probablement fait la différence. Oui, qui a fait la différence, comme tu as dit. Il y a un président Ahmed ou juste Ahmed qui est malgache, qui était former ministre de sport et qui aussi était le président de la fédération du Madagascar, qui était membre aussi de la comité exécutif qui était contre Hayatou, et il a reçu l'aide de beaucoup de présidents de fédérations et aussi de Infantino. On a vu Infantino qui a fait le tour d'Afrique et qui lui a un petit peu brigué le support des autres présidents de fédération. Alors c'était ça un petit peu. Ouais. Il a eu notamment le soutien de la COSAFA. Qui est la confédération régionale d'Afrique australe. Avec Philippe Chinyangwa de Zimbabwe à sa tête. Alors ça, je pense que c'était presque une dizaine ou plus de fédérations. Il y avait aussi Amadou Pinnick du Nigeria qui s'est réuni avec Infantino après le congrès du Mexique en mai dernier, avec 17 autres présidents de fédération. Alors il y avait... Donc ça remonte à mai dernier quand même, mai 2016. Oui. Alors dans les coulisses, il y avait cette... Et je pense que c'est encore mené d'Infantino. C'est lui, je pense, qui a fait tout ça. Et on l'a senti. Franchement, au Gabon, on l'a senti. On a senti qu'il y a quelque chose de... Et je te l'ai dit d'ailleurs quand on est mangé une soir. Je te dis qu'il y a quelque chose qui est différent cette fois-ci. Que Hayatou, il est le favori, mais il y a quelque chose qui n'est pas le même cette fois-ci. Quelque chose s'est cassé. Ouais. Yacine, la FIFA y est pour beaucoup. Moi, je note déjà que vous avez dîné ensemble, vous ne nous avez pas invités. on le rattrapera, c'est promis. Oui, je crois que de toute façon, et c'est un secret pour personne, qu'il y a un vent de changement et de rajeunissement qui souffle sur le football mondial. Oui. Bon, tout à fait. C'est très difficile d'aller contre. Je crois que
ça a changé dans toutes les confédérations. Presque toutes. C'est ça. Il restait une citadelle. Et Un puis, village irréductible africain. Et comme le vent soufflait très fort, Ouais. cette citadelle est aussi tombée. Je crois que c'est un mouvement. Je crois pas que ce soit un problème de personne ou oui. Évidemment, il y a des histoires là-dessous, etc. Peut-être, mais là, je crois que c'est un mouvement planétaire qui dure depuis 2 ans maintenant et qui a fait changer les présidents des confédérations d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, d'Europe, etc. Donc, c'est la dernière et je crois que Après, on peut rappeler une chose, c'est que Hayatou n'a pas soutenu Infantino à la dernière élection de la FIFA. Hayatou a appelé à voter pour le Qatari. pour le Bahreïni. Mais je Pour le crois que Bahreïni, ça part du même système. C'est-à-dire, c'est toujours un blocage au changement, quoi, au vrai changement. Et moi, je pense que c'est naturel et que finalement, c'est très bien qu'il y ait du sang neuf. Les nouveaux membres du comité exécutif au niveau de la CAF sont de jeunes quadras ou au maximum quinquas. Ça va donner, moi je connais personnellement quelques-uns d'entre eux, ce sont des gens qui aiment le football, réellement, pour le football, parce qu'ils ont réglé leurs problèmes sociaux par ailleurs. Ouais. Et ils aiment le football, ils sont investis, comme Monsieur Ahmad est un homme politique dans son pays, très respecté, qui a fait ses preuves. Il est président de la fédération de Madagascar, il connaît bien le football, c'est un ancien joueur, c'est même ancien coach. On va revenir sur le nouveau président. Moi, je crois que c'est un mouvement qu'on ne peut pas arrêter. Reda. Moi, je pense que c'est un prêté pour un rendu. Hein. Infantino sait très bien que Issa Hayatou a fait campagne contre lui pour la FIFA. Ouais. Donc, il y a rendu la monnaie de la pièce. Il a fait une tournée en Afrique. Il s'est affiché avec Ahmed Ahmed. Donc, pour marquer Un geste fort. son soutien d'une manière très visible. Donc, les gens, vous savez, quand on fait une campagne électorale, tout se sait. Hein, les appuis, les gens parlent, les présidents de fédération prennent le téléphone, s'appellent, tout ça. On m'a demandé de voter pour un tel, on m'a demandé pour un tel. Donc, il y a rendu un petit peu la monnaie de la pièce. Ça fait quand même 29 ans que Hayatou est à la tête de la CAF. Moi, je pense que même au niveau de la CAF, c'est le moment qu'il y ait un changement, qu'il y ait un vent nouveau, il y a des jeunes qui viennent et moi je pense qu'à un certain moment il faut laisser la place. Comme on est des sportifs, on sait ce que c'est. Ouais. On joue dans un très haut niveau, dans un club, dans une équipe nationale. Puis arriver à un certain moment, il faut céder la place à des gens qui sont plus jeunes. C'est la loi de la vie, c'est comme ça. Et je pense que honnêtement, la CAF va s'en porter un peu mieux. Oui. Un peu mieux, ce serait bien de parler du bilan un peu d'Hayatou au final, qui n'est pas un bilan négatif. Hein, Vous l'avez côtoyé quand même. Ouais. Ah oui, non. Les ressources de la CAF ont explosé, la place du football africain sur l'échiquier mondial a pris de l'ampleur. C'est indéniable. Oui, mais bon. C'est indéniable. Le seul souci à mon sens, c'est que il ne faut pas seulement dire ah ouais, il y a eu beaucoup de travail qui est fait, mais peut-être qu'on est en deçà. Ça pourrait être. Il y a eu de grandes tentatives, que ce soit. Il y avait eu déjà, par exemple, on peut citer certaines décisions stratégiques. Par exemple, M. Hayatou a tout le temps insisté pour qu'il y ait une Coupe d'Afrique tous les 2 ans. C'est un véritable thème à discuter, qui aurait dû déjà mûrir en termes de réflexion au niveau de la CAF. Pourquoi ? Parce que on a de plus en plus de joueurs très talentueux qui jouent en Europe et qu'on met en difficulté avec cette Coupe d'Afrique tous les 2 ans, qui ont des difficultés à s'épanouir dans leur club parce que les clubs n'ont pas trop tendance à les acheter. Pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'ils vont pas être là
à un moment crucial ils de sont la saison en absents Europe. pratiquement 45 jours. Hein. Oui. Ah ouais. Donc, et avec les risques de blessures, ça je pourrais en parler même plus en détail. Il y a des études terrifiantes qu'on a faites pour ça. Donc, je pense que, par exemple, ce sujet-là n'a pas été réellement approfondi. Et j'ai ouï dire que ça va être l'un des thèmes importants de la nouvelle mandature. Ouais. Mahad a quelques éléments peut-être sur Ahmed Ahmed. Oui, Ahmed, il a fait beaucoup de promesses. Ouais. Ils sont pas tous réalistiques, mais peut-être il va dire qu'il va remettre en question la fréquence de la CAN et aussi passer à 4 ans. Oui, peut-être à 4 ans, peut-être dans l'été. Ouais. On ne sait pas comment il va faire exactement. Il veut aussi publier les comptes financiers de la CAF, même les contrats spécifiques comme de sponsoring, de Total, de Lagardère qui lui a beaucoup fait de mal, de bruit avec les autorités égyptiennes et tout ça. Ouais. Il veut aussi peut-être installer un Champions League féminin, ce qui n'est pas... C'est pas le cas pour le moment. C'est pas le cas parce qu'on a peut-être 10 fédérations avec des championnats féminins qui jouent tous les années. Ouais. Et il veut donner plus d'argent aux fédérations individuelles. Redistribuer. C'est ça. Ouais. Maintenant, il y a une chose qui n'a peut-être pas été beaucoup dite sur la personnalité de l'homme, qu'on n'attendait pas beaucoup, qui est plutôt un homme discret, un homme qui n'avait pas une grande place au sein de la CAF. Oui, mais c'était un homme discret. Peut-être que c'était pas vraiment lui qui voulait se présenter. C'était peut-être Infantino qui l'a mené. Je pense que c'est ça. Moi, je connais bien monsieur Ahmad. Ouais. Je suis assez proche. J'ai bien connu. C'est un monsieur qui est très intelligent, qui est très ambitieux, mais avec les moyens de son ambition, et qui avait déjà monté un groupe en Afrique parmi les grands présidents de fédération, et c'est les jeunes Quadra qui est apparu il y a 4-5 ans avec le président de la fédération du Congo Kinshasa, avec les jeunes présidents des grandes fédérations comme au Ghana et au Nigeria, en Afrique du Sud. Et puis, moi, ce qui m'a... un des points les plus importants, c'est l'utilisation des structures géographiques. C'est-à-dire, son groupe zonal était complètement derrière lui. Là, je veux juste jeter un caillou dans notre jardin. Chez nous, c'est pas la même tradition. Là-bas, il se présente comme un géant, Monsieur Hayatou, qui est un géant, autant par la taille que l'histoire, et il a derrière lui tous ses potes des fédérations région, parce que la CAF est divisée en zones, il faut pas l'oublier, et ça c'est très important. La zone nord, chez nous, fracturée, ça marche pas du tout. C'est vraiment, et ça, mon autre question pour vous redonner la parole, c'est comment on peut se présenter à la CAF, etc., en ordre dispersé ou en étant moins puissant, parce que le Maroc, l'Algérie à Al-Rab, l'Algérie à Oumna, la Tunisie à Mneit, il n'y en a aucun. Et il y a eu des mots entre Algériens et Tunisiens, entre Algériens et Marocains, entre Marocains et Tunisiens. Et je ne parle pas de l'Égypte. Donc, à mon avis, c'est pas très sérieux tout ça. C'est vrai qu'il est très difficile de réaliser l'unité avec nos amis marocains actuellement. C'est un peu difficile. D'autant plus que le candidat a eu des soutiens quand même de taille. Donc alors que notre candidat, il a été malmené un petit peu comme on peut pas l'être. Voilà. Donc, mais moi je pense que ce qui a fait la différence, d'abord parce que les gens, comme vous avez dit, il y a un vent de jeunesse qui souffle actuellement, donc sur toutes les institutions, et je pense
je suis persuadé que ce qui a fait la différence, c'est l'intervention du président de la FIFA. C'est ça qui a fait la différence. Ouais. Il n'a plus les appuis habituels. Par exemple, l'Égypte, qui était assez costaud sur le continent. L'Égypte l'a attaqué en justice avec un procureur l'a mis en examen pour l'histoire des droits de télévision, de télévision. Donc, il perd un petit peu ses appuis. Il se met contre le président de la FIFA. Le président de la FIFA lui rend la monnaie, tout ça. Donc, lui aussi s'est trouvé affaibli. Et puis, les gens disent, bon, il a fait 30 ans et bon, il est temps de passer le témoin à quelqu'un d'autre. Un dernier mot d'arithmétique. Ouais. Si on voit notre candidat pour le poste de membre du comité exécutif, en général, dans toutes les élections à la CAF, on suit un peu un deuxième niveau ce qui s'est passé en haut. Pourquoi ? Parce qu'il y a des groupes qui se sont constitués. 34 à 20, ça c'est le score pour la présidence. Si on suit le score des autres membres du comité exécutif, on retrouve un peu ça. Mais pour nous, non. Une grosse différence. Ça veut dire que nous, on a eu l'apport ni des uns ni des autres. Et ça, c'est un questionnement. Tu me tends la perche pour la prochaine question. Donc, Mohamed Raouraoua est sorti du comité exécutif de la CAF sur un vote face aux Marocains. Avec une différence, donc 41 à 7. 41 à 7. Ouais. Comment on peut en arriver là ? Pourtant, Mohamed Raouraoua, qui connaît bien le jeu politique au sein de la CAF, qui a l'habitude, qui a même à un certain moment été au comité exécutif de la FIFA. Comment on en arrive là ? Il y a ni l'appui des uns ni l'appui des autres. Ouais. C'est un rejet quasi unanime de la CAF. Ouais. Faut dire aussi que c'est mathématique. Ouais. Je suis désolé. Moi, je parle avec beaucoup de journalistes africains, même dirigeants africains, qui n'appréciaient pas le fait que Mohamed Raouraoua, il y a quelques ans, il a proposé une modification dans les règlements où seulement les membres de le comité exécutif pouvaient se présenter comme candidat pour le président. À la présidence, oui. Il y en a beaucoup qui n'aimaient pas ça. Ce qui a été très mal vu en Afrique. Ouais, très très mal vu. Ouais. Alors peut-être là, il a encore perdu beaucoup de soutien. Ouais. Et après, sur le choix, là, on comprend clairement, au vu des résultats que Mohamed Raouraoua a soutenu Issa Hayatou, sur ce choix qui est aussi qu'on a beaucoup de mal à comprendre. Qui est un choix malheureux, ouais, bien sûr. C'est clair que ça l'a desservi aussi, ça c'est clair. Le fait que d'abord il a été opposé à des gens qui étaient vraiment costauds, qui ont bien préparé leur campagne, alors que lui, j'ai l'impression que cette fois-ci, il n'a pas préparé sa campagne. Ouais. Il est parti faire un pèlerinage à la Hamara, puis il est parti directement là-bas, alors que les gens devaient être sur place déjà. Je connais un peu, vous connaissez un petit peu les rouages dans le cadre des élections. Les gens viennent avant, ils voient tout le monde, tous les gens qui arrivent, ils essayent de les convaincre. Et puis quand ils ont la machine officielle qui marche avec eux en plus, avec ça peut constituer un rouleau compresseur. Il a fait partie de l'équipe aussi de Hayatou. Donc les gens on a l'impression que les gens à la CAF aujourd'hui veulent tout effacer, veulent gommer un petit peu l'époque Hayatou, et tous les gens qui ont marché avec lui, donc ils partent avec lui dans son sillage. C'est encore plus vrai quand on sait que la bisbille entre les deux hommes. Je me pose aussi des questions. Si il avait vraiment fait le travail avec le groupe de M. Hayatou, il aurait eu 20 voix. Ouais. C'est-à-dire que même au sein de il aurait peut-être perdu, mais pas comme ça. Donc il y a aussi un questionnement. Au final, je pense qu'on arrive à la conclusion suivante, c'est qu'on a l'impression qu'il n'avait plus envie. C'est ça. Moi, je pense que il est arrivé à un niveau de démission un petit peu. Même son poste au niveau de la CAF, je pense qu'il l'a mal défendu. Il n'a pas eu peut-être les appuis nécessaires, mais il l'a aussi. J'ai l'impression qu'il s'est laissé faire. Ouais. J'ai l'impression qu'il a subi plutôt qu'il a réagi ou agi. Donc, je pense que c'est peut-être une saturation. C'est peut-être une saturation. Peut-être qu'il est saturé. Peut-être que son état de santé
influe beaucoup négativement sur, évidemment, on a l'âge de nos artères, hein, lui aussi, ça commence à peser un petit peu. Moi, je pense qu'il a lâché un petit peu. Yacine? Oui, parce que, pour conclure, moi, je connais bien monsieur Raouraoua. Je pense qu'il est fatigué et qu'il a reçu 2 gros coups, celui de l'échec de l'équipe nationale. C'est quelqu'un qui a misé beaucoup, qui a organisé cette équipe nationale. À tout point de vue, assez parfaitement. Il lui restait juste d'aller jouer à la place sur le terrain. Et ça, vrai. Comme il a toujours dit... il peut pas le faire. Oui, il peut pas le faire, mais il a tout fait. Et le deuxième, c'est cette campagne assez terrifiante auquel il a dû faire face. Moi, je crois que même si j'étais son pire ennemi, je lui souhaiterais pas ça. Et je souhaite ça à personne. Parce que je pense que c'était au-dessous de tout. Ouais. Faut souligner aussi que nos frères marocains sont très très forts en la diplomatie. Et il y a Fawzi Larja qui a parlé sur les ondes radio il y a 2 jours, qui a dit qu'il voulait prendre en charge le Malawi qui était exclu des qualifications de 2019 de la CAN, que le Maroc voulait les prendre en charge. Alors ils sont très forts en la diplomatie, et quand il y a Mohamed Raouraoua qui est peut-être fatigué ou quelque chose comme ça va être très très compliqué. Peut-être que le Maroc construit à plus long terme, pourquoi pas une présidence de la CAF. Alors Zetchi part de loin, c'est lui. Là on part de loin. Ouais. Ce sera le mot de la fin. Merci Reda Abdouche d'avoir été avec nous. Ça a été un plaisir pour moi aussi. Et on espère te revoir parmi nous. Avec plaisir. Super. Yacine, merci. Mon plaisir. Maher, très honorable. Merci à tous d'avoir été avec nous. Petit mot avant la fin de l'émission pour saluer très amicalement Raouf Bernaoui, qu'on espère revoir très prochainement avec nous, et il comprendra. Salut et merci à Soumia qui réalisait l'émission et à Youssef qui est derrière la caméra. À très bientôt.